il y a quelque chose d'assez étrange dans Ice Road. Vengeance. Le film commence avec un homme qui ne cherche ni de l'argent, ni une mission secrète, ni une nouvelle occasion de prouver qu'il est le plus fort. Mike McCann veut seulement tenir une promesse faite à son frère mort. Il veut aller jusqu'à l'Everest pour y disperser ses cendres. C'est une idée simple, presque silencieuse, et elle donne au début une gravité que l'on n'attend pas forcément d'un film d'action avec Liam Neeson. Puis le voyage prend un virage brutal. Au lieu d'un deuil intime, on se retrouve dans un bus coincé sur des routes de montagne, face à des hommes armés, à une affaire de barrage et à des passagers qui n'avaient évidemment rien demandé. Ce contraste est la clé du film. Ice Road, Vengeance, ne cache pas longtemps son envie de faire du spectacle. Il y a des véhicules malmenés, des pentes inquiétantes et cette manière très directe de poser une question à chaque scène. Comment le bus va-t-il continuer à avancer? Pourtant, sous le vacarme, le point de départ reste le deuil de Mike. Le premier Ice Road, sorti en 2021, avait déjà installé ce conducteur de poids lourd au milieu d'une opération dangereuse. Ici, Jonathan Hensley, qui écrit et réalise de nouveau, choisit de déplacer le personnage à l'autre bout du monde. Il le fait passer des routes gelées d'Amérique du Nord au relief himalayien. Le titre reste le même, mais le danger change de nature. Sur les pages françaises de diffusion, le film est présenté sous son titre international, Ice Road, Vengeance. En France, il est arrivé sur Amazon Prime Video le 3 septembre 2025. Aux États-Unis, Vertical l'a proposé dans un nombre limité de salles le 27 juin, avant une sortie numérique quelques jours plus tard. Ce parcours de diffusion explique beaucoup de choses. On n'est pas devant une suite lancée comme un immense événement de multiplex. C'est plutôt un film d'action de format intermédiaire, pensé pour être trouvé à domicile par les amateurs de Liam Neeson, de poursuites et de montagnes impossibles. Et franchement, le choix de Liam Neeson a du sens, même avant de parler de ses coups de poing. Depuis Taken, l'acteur irlandais est devenu une présence immédiatement reconnaissable dans le thriller d'action. Il ne joue pas le héros qui entre dans une pièce en lançant des blagues. Son arme principale, c'est une fatigue visible, une voix grave et l'impression que chaque décision lui coûte quelque chose. Mike McCann n'est pas présenté comme un super soldat, c'est un travailleur qui a déjà beaucoup perdu et qui avance parce qu'il ne sait pas vraiment faire autrement. Le film s'appuie sur cette image, parfois jusqu'à l'évidence, mais elle donne à la quête funéraire une vraie couleur. Avant d'aller plus loin, il faut dire clairement que la suite de cette histoire abordera les événements du film, y compris sa dernière partie. Si vous préférez découvrir Ice Road, Vengeance sans savoir où le bus s'arrête, il vaut mieux garder cette narration pour après le visionnage. Car le récit repose moins sur le mystère de l'identité du héros que sur l'accumulation des obstacles et sur le moment où Mike comprend que son voyage personnel s'est mêlé au combat d'un village entier. Le scénario place Mike au Népal pour accomplir le souhait de Gurti, son frère. Gurti, interprété par Marcus Thomas, est absent dans le présent mais demeure très présent dans la mémoire de Mike. Cette absence n'est pas un simple prétexte à une aventure exotique. Elle donne au personnage une direction émotionnelle. Atteindre l'Everest n'est pas un défi sportif, c'est un geste de fidélité. Le héros part seul, ou presque, avec une mission qui ne regarde que lui. Cette solitude initiale rend le basculement vers une histoire collective plus nette. Il ne vient pas sauver une communauté, il se retrouve à devoir choisir de ne pas l'abandonner. Le film utilise alors une mécanique très classique du cinéma d'action. Un inconnu arrive dans un endroit où une injustice locale couve déjà. À proximité de Kodari, un projet de barrage hydroélectrique menace l'accès d'habitants à leur rivière. Le promoteur Rudrayash, joué par Mahesh Jadoo, est lié à cette entreprise et entend faire taire l'opposition. Le jeune Vijay Rai, interprété par Saksham Sharma, se retrouve au centre de l'affaire parce que sa famille est directement visée. Ce n'est pas un récit documentaire sur le Népal, et il ne faut pas le prendre comme tel. Hensley emploie un conflit de fiction très lisible. Des puissants veulent imposer un projet, des villageois refusent de perdre ce qui les fait vivre, et la corruption transforme la police en menace supplémentaire. Ce détail de contexte a une fonction très précise. Sans lui, le bus ne serait qu'un décor roulant rempli de personnes à sauver. Avec lui, chaque arrêt peut avoir des conséquences pour les passagers comme pour le village. Mike devient une force extérieure,
qui voit la situation se refermer autour d'enfants, de familles et de gens ordinaires. Le film évite les longues explications administratives. Il préfère mettre l'enjeu dans les regards, les blessures et la panique, provoquée par des hommes qui semblent toujours avoir un véhicule de plus derrière le prochain virage. Le trajet commence à Katmandou, puis emprunte ce que le film appelle la Road to the Sky, une route de haute montagne. Là encore, l'expression est presque trop belle pour la situation. Une route vers le ciel, sur le papier, cela fait rêver. Sur l'écran, cela signifie surtout une chaussée étroite, un vide immense et un bus dont la masse paraît déraisonnable. Le véhicule se nomme le Kiwi Express et son conducteur, Spike, est interprété par Geoff Morrell. Spike apporte une énergie différente de celle de Mike. Là où le camionneur américain parle peu et porte tout sur ses épaules, le chauffeur néo-zélandais est plus expansif, plus attaché à son bus et à cette routine qui devient soudain une zone de guerre. Dans ce groupe, la personne qui compte immédiatement n'est pourtant pas Mike. C'est Danny Yangshen, guide de montagne incarné par Fan Bingbing. Le film la présente comme quelqu'un qui connaît le terrain, les règles du voyage et les réactions humaines quand les choses tournent mal. Elle ne se contente pas de servir de guide touristique aux héros venus d'ailleurs. Elle prend des décisions, elle agit, elle défend des passagers et elle donne à Mike un partenaire capable de ne pas attendre ses ordres. Le duo fonctionne parce qu'il ne repose pas sur la même expérience. Lui a l'endurance du travailleur habitué aux catastrophes mécaniques. Elle possède les repères locaux et une vivacité que le film lui laisse souvent exprimer. Autour d'eux, on rencontre aussi le professeur Evan Myers, joué par Bernard Curry, et sa fille Star, interprétée par Grace O'Sullivan. Ils font partie de ces voyageurs dont le film se sert pour rappeler que le danger ne concerne pas seulement ceux qui savent se battre. Un film d'action dans un véhicule collectif doit donner au public des gens à regarder quand les héros courent ailleurs. Le professeur et sa fille représentent cette vulnérabilité ordinaire. On réserve une excursion, on monte avec ses bagages et l'on découvre que le paysage le plus beau du voyage devient aussi le plus difficile à quitter. La grande idée du premier acte tient donc en quelques éléments très nets. Un homme endeuillé, un guide qui connaît la région, un enfant menacé, un chauffeur fier de son bus et une route sur laquelle personne ne peut facilement faire demi-tour. Jonathan Hensleigh a déjà écrit des spectacles très différents, de Jumanji à Armageddon, et il connaît la valeur d'un objectif simple. Ici, le scénario ne cherche pas à multiplier les énigmes, il prépare une course de survie. Chaque personnage embarque avec une raison distincte, mais tous vont finir par partager le même problème, rester vivants jusqu'au prochain endroit sûr. Ce qui peut surprendre, c'est que le titre promet une vengeance, alors que la première émotion est surtout la culpabilité. Mike n'est pas d'abord mu par la colère. Il est coincé dans le souvenir de Gurty, dans l'idée qu'il aurait dû pouvoir faire davantage. La vengeance arrive comme un mot de genre, comme une annonce d'affrontement. Le deuil, lui, est ce qui donne au visage de Neeson sa lassitude particulière. Quand l'action se déclenche, il ne devient pas soudain joyeux ou invincible. Il donne l'impression d'un homme qui n'a plus envie de voir quelqu'un d'autre perdre un frère, un père ou un avenir. Le film pose aussi une question presque amusante. Peut-on vraiment appeler cette suite Ice Road alors que la glace a disparu? Les critiques américaines ont beaucoup relevé ce décalage. C'est une objection légitime, mais elle révèle aussi le projet. Hensleigh conserve moins un décor qu'une formule. Un professionnel du transport face à un itinéraire où le véhicule et le paysage deviennent des adversaires. Dans le premier film, l'ennemi était le froid et la fragilité de la glace. Ici, la montagne, le précipice, les freins, les pneus et les embuscades prennent le relais. La route demeure le vrai personnage secondaire. Ce début a donc le mérite de dire ce qu'il est. Ice Road. Vengeance ne prétend pas être une étude réaliste de l'alpinisme, ni une grande fresque politique. C'est un thriller d'action qui emprunte au voyage de deuil une émotion plus douce que son affiche. Il demande au spectateur d'accepter un principe très simple. Un homme qui venait dire au revoir va devoir, encore une fois, choisir de rester. Et dès que le Kiwi Express s'enfonce dans les hauteurs, le film ne lui laisse plus beaucoup de temps pour réfléchir. Cette entrée en matière a un autre mérite. Elle installe la montagne comme une promesse ambiguë. Mike pense aller vers un lieu de paix, mais le récit montre déjà que l'altitude peut isoler autant qu'elle élève.
Le trajet commence comme un adieu et s'annonce, presque immédiatement, comme une épreuve de solidarité. Une fois que le Kiwi Express quitte la sécurité relative de Katmandou, Ice Road, Vengeance commence à resserrer son espace. Le bus transporte plusieurs personnes, mais il ne peut suivre qu'un itinéraire. Il n'y a pas de rue latérale pratique, pas de station-service à quelques minutes, pas de porte derrière laquelle se cacher longtemps. Cette contrainte donne au film son meilleur outil de tension. Même lorsque l'intrigue paraît familière, la route oblige les personnages à résoudre les problèmes avec ce qu'ils ont sous la main. Un véhicule abîmé, quelques outils, du courage et des alliances très fragiles. Le premier choc concerne Vijay. Le garçon n'est pas un passager anonyme qui tombe par hasard dans une attaque. Il essaie d'échapper aux conséquences de l'opposition de son père, Ganesh Rai, au barrage voulu par Rudrayash. Le scénario rend la menace très personnelle. Quand des intérêts puissants veulent supprimer la résistance, ils ne commencent pas forcément par une grande confrontation publique. Ils isolent, ils intimident et ils visent les proches. C'est ce qui arrive ici. Vijay porte moins une information secrète qu'une possibilité. S'il peut rejoindre son père et si celui-ci reste vivant, le projet de Rudra ne peut pas tout écraser en silence. La façon dont le film fait entrer les mercenaires dans le bus est volontairement brutale. Deux d'entre eux, Jit et Yog, s'en prennent au véhicule pour récupérer Vijay. À cet instant, le pèlerinage de Mike disparaît presque de l'image. Il doit regarder autour de lui, comprendre ce qui se passe et choisir entre rester ce voyageur étranger qui ne veut pas d'ennui ou agir. La réponse ne surprendra personne qui connaît les rôles de Liam Neeson, mais l'intérêt est dans la rapidité. Mike n'organise pas une opération sophistiquée. Il voit un danger immédiat, utilise le bus et son expérience pratique, puis cherche à stopper l'agression avant qu'elle ne devienne irréversible. La scène rappelle un principe important du héros Neeson. Il n'a pas besoin d'un arsenal futuriste pour devenir dangereux. Un objet, une portière, un espace étroit ou un défaut mécanique suffisent. Dans Ice Road, Vengeance, ce sont les contraintes physiques du Kiwi Express qui servent à faire avancer l'action. Mike ne transforme pas le bus en véhicule de guerre par magie. Il l'utilise comme le ferait quelqu'un qui a passé sa vie à observer comment les machines réagissent sous la pression. Cette identité de conducteur reste la passerelle la plus nette avec le premier film. Dani devient alors indispensable. Fan Bingbing ne joue pas une spectatrice que le héros doit constamment rassurer. Elle comprend les enjeux, intervient dans le combat et ne laisse pas Mike devenir le seul cerveau de la situation. C'est une différence importante, surtout dans un récit où l'étranger américain pourrait facilement occuper tout l'espace. Le film reste construit autour de Mike, mais Dani lui répond par des actes. Quand les décisions doivent être prises vite, elle ne disparaît pas au fond du bus. Elle tient sa place au milieu du chaos, avec une présence plus nerveuse et plus directe que celle de son partenaire. Passons maintenant à ce qui rend l'affaire plus trouble. L'arrivée de la police pourrait logiquement représenter une sortie de crise. Un criminel est maîtrisé, des touristes sont en danger, un enfant affirme qu'on veut le capturer. Dans un monde normal, on attendrait une protection. Ice Road, Vengeance transforme au contraire cette intervention en signal d'alarme. Le capitaine Shankar, joué par Monisha Nand, n'est pas l'allié qu'il prétend être. Sa présence montre que Rudra ne s'appuie pas seulement sur des hommes de main visibles. Il possède aussi des relais capables de donner une apparence légale à ce qui est en réalité un enlèvement. Ce n'est pas une idée nouvelle au cinéma, mais elle fonctionne bien dans la structure du film. Dès que l'institution censée aider devient suspecte, les passagers ne peuvent faire confiance qu'à ce qu'ils voient. Ils doivent juger les gens sur leurs gestes, pas sur leur uniforme. Mike, qui ne connaît pas la région, se retrouve privé de son réflexe le plus normal, appeler quelqu'un de compétent et laisser les autorités gérer. Tout devient plus compliqué. Sauver Vijay demande alors de désobéir à l'ordre apparent et de risquer d'être traité comme un criminel. Rudrayash est construit comme le visage de cette menace. Mahesh Jadoo lui donne une assurance froide, celle d'un homme qui n'a pas besoin de hausser la voix pour croire qu'il contrôle la situation. Le film ne lui écrit pas une grande histoire intime destinée à le rendre ambigu. Rudra est un adversaire de genre, très clairement lié à l'exploitation et à la violence. Certains spectateurs trouveront ce dessin trop simple. D'autres y verront une efficacité de série B,
On sait tout de suite pourquoi il faut l'arrêter. Le vrai enjeu n'est pas de deviner s'il a une part cachée de bonté, c'est de savoir combien de dégâts il peut encore faire avant que le bus lui échappe. Le professeur Myers prend ici une place plus tragique. Interprété par Bernard Curry, il représente le voyageur qui essaie de comprendre, de discuter et de protéger sa fille avec les moyens d'un homme cultivé, pas d'un combattant. Cette position rend son sort particulièrement dur. Dans un film de poursuite, le public sait que tous les personnages secondaires ne pourront pas traverser l'histoire sans perte. Mais Myers rappelle que les héros d'action paient souvent leur victoire avec le destin de gens qui n'avaient aucun rôle à jouer dans leur guerre. Star, sa fille, doit faire face à ce choc sans que le film s'y attarde toujours autant qu'il le pourrait. C'est l'une des limites de son rythme. Il avance vite, parfois plus vite que les émotions qu'il vient de provoquer. Cette vitesse est aussi une qualité. Hensley comprend que le bus ne doit jamais devenir un salon où l'on explique pendant 10 minutes ce que le public sait déjà. Après la trahison de Shankar, Mike, Danny et les survivants n'ont qu'une option utile, reprendre la route. Le véhicule est endommagé, certains sont blessés, les mercenaires les suivent, et le relief donne à chaque réparation une importance presque disproportionnée. Dans un autre film, un pneu crevé ou une pièce manquante serait un incident technique. Ici, cela peut décider de la vie de tout un groupe. On sent à ce moment que le récit préfère la géographie à l'enquête. Le conflit de barrage fournit le motif moral, mais la route fournit le mouvement. Une pente rend la fuite impossible, un pont crée un goulot, une paroi interdit le dépassement, un virage peut cacher une embuscade. Le scénario exploite ce vocabulaire visuel sans avoir besoin de le commenter. Le public comprend le danger avant que les personnages l'expliquent. C'est le principe même du film catastrophe réduit à l'échelle d'un bus. La carrosserie devient une maison temporaire et la route autour d'elle refuse de laisser passer les erreurs. Spike, de son côté, donne une âme au véhicule. Geoff Morrell ne joue pas seulement le conducteur chargé de tenir le volant. Son personnage parle du bus comme d'un compagnon de travail. Cela peut sembler léger au milieu d'une histoire de corruption et de deuil, mais c'est utile. Une poursuite fonctionne mieux quand le public a l'impression que le véhicule fatigue, souffre et résiste avec ceux qui le conduisent. Spike connaît ses réactions, ses défauts et ce qu'il peut encore lui demander. Quand il insiste pour continuer, ce n'est pas un geste abstrait de bravoure. C'est aussi une manière de refuser de laisser toute sa vie professionnelle être détruite sur ce flanc de montagne. Le rapport entre Mike et Spike mérite d'être souligné. Ils viennent de mondes différents et ils n'ont pas le même tempérament, mais ils partagent un langage, celui des machines qui ne pardonnent pas. Mike connaît les camions lourds, Spike connaît son car. L'un a l'habitude de réfléchir à la traction, au poids et à la panne. L'autre sait comment garder un véhicule vivant quand les passagers paniquent. Le film les rapproche sans avoir besoin d'une longue conversation sentimentale. Ils se comprennent par ce qu'ils font, par la façon dont ils regardent un moteur, une roue ou une pente. Le jeune Vijay apporte une autre forme de tension. L'histoire n'en fait pas un enfant parfait qui ne tremble jamais. Il est au cœur d'un affrontement qui le dépasse, et sa peur donne aux adultes une raison concrète de ne pas renoncer. Il n'est pas là uniquement pour être sauvé. Son lien avec son père et avec les habitants transforme l'itinéraire du bus en combat pour un lieu. À mesure que la route se ferme derrière eux, l'objectif évolue. Il ne s'agit plus seulement d'atteindre l'Everest ou de trouver une sortie. Il faut aider Vijay à retrouver les siens avant que Rudra puisse imposer son mensonge par la violence. Dans cette deuxième étape, Ice Road, Vengeance dessine donc son groupe. Mike porte son deuil. Danny connaît le pays et refuse de se laisser réduire à un rôle d'accompagnatrice. Spike s'accroche à son bus. Star perd brutalement la protection paternelle qu'elle croyait acquise. Vijay devient le nœud moral du récit. Et Rudra, avec Shankar et les mercenaires, transforme tout secours possible en piège. C'est beaucoup de fonctions à faire tenir dans un thriller d'action, mais le film les agence de façon assez claire pour que l'on ne perde jamais de vue l'essentiel. L'espace se réduit, les ennemis sont proches et le Kiwi Express doit repartir. La prochaine difficulté sera moins de savoir qui est du bon côté que de voir si la route peut encore être franchie. Car une fois que les passagers acceptent que personne ne viendra les sauver à leur place, le film cesse d'être un voyage interrompu.
Il devient une fuite collective, une longue réparation en mouvement, où chaque minute gagnée sur les poursuivants est aussi une minute offerte à Vijay et à son village. Le cœur d'Ice Road. Vengeance n'est pas une fusillade isolée, c'est une idée beaucoup plus matérielle. Un véhicule blessé doit continuer. Cette idée paraît modeste, mais elle donne au film sa logique. Dès que le Kiwi Express est endommagé, les personnages ne peuvent plus simplement accélérer pour laisser Rudra derrière eux. Ils doivent évaluer ce qui manque, où le trouver, combien de temps il reste et qui peut travailler pendant que les autres surveillent la route. Le thriller se transforme par moments en aventure mécanique. Cela ne rend pas chaque solution crédible au millimètre, mais cela donne à l'action une texture concrète. Les grands films de route font souvent la même promesse aux spectateurs. Le déplacement n'est jamais un simple passage d'un décor à un autre. Ici, la route devient un chronomètre. Le bus doit avancer avant que les poursuivants ne le rattrapent, mais avancer trop vite peut le faire basculer. Il doit freiner sans perdre sa capacité de fuite. Il doit emprunter des passages étroits sans se retrouver piégé. Dans une voiture légère, ces problèmes seraient déjà sérieux. Avec un car rempli de passagers, ils prennent une autre échelle. Chaque virage fait sentir le poids de toute une petite communauté suspendue au volant de Spike et aux décisions de Mike. Ce qui rend le dispositif assez efficace, c'est que le film ne prétend pas avoir inventé un nouveau type de suspense. Il reprend une grammaire bien connue du cinéma d'action. Une cabine, des poursuivants, une route dangereuse, des pièces qui cassent au mauvais moment. Mais Hensley ajoute l'altitude et l'impression du vide. La caméra aime cadrer le véhicule petit dans le paysage, comme s'il n'avait rien à faire là. Puis elle revient à l'intérieur, où un couloir étroit, des sièges et des vitres suffisent à faire monter la tension. Dehors, tout est vaste. Dedans, personne ne peut vraiment s'écarter. Le titre de travail du projet était The Ice Road 2, Road to the Sky. Ce nom décrit presque mieux la structure de cette suite. La glace du premier film a laissé place à une route qui grimpe et qui semble se dissoudre dans la montagne. On peut sourire en constatant que Mike, conducteur de route glacée, passe l'essentiel de ce second film loin de toute surface gelée. Pourtant, le principe reste voisin. Dans les deux cas, le héros dépend d'une infrastructure fragile. Une route est censée relier des gens. Dans Ice Road, Vengeance, elle devient un piège parce qu'elle ne laisse qu'une direction possible. Cette contrainte favorise aussi l'utilisation des passagers. Quand un héros se bat seul dans une ville, il peut disparaître au coin d'une rue. Dans un bus, chaque personne devient un problème et une ressource. Il faut protéger les plus vulnérables, mais il faut aussi demander de l'aide. Les mains qui déplacent une pièce, qui soutiennent un blessé, qui surveillent un côté du véhicule ou qui transmettent une information ont une valeur. Le film n'approfondit pas tous ces individus, mais il leur donne une présence suffisante pour que le groupe ne ressemble pas seulement à des silhouettes promises au danger. Mike, lui, reste le point d'équilibre. Liam Neeson joue rarement l'agilité spectaculaire dans ce type de rôle. Sa force est ailleurs. Il regarde, il mesure, il prend une décision sèche. Dans la mise en scène, ce rythme compte. Quand Mike se déplace, le film ne l'entoure pas de gadgets ou de montages qui chercheraient à le transformer en personnage de jeu vidéo. On comprend généralement ce qu'il fait et pourquoi il le fait. Un outil sert à réparer, une ouverture sert à sortir, une masse du véhicule peut devenir une arme contre une voiture adverse. Cette clarté n'empêche pas les invraisemblances, mais elle aide l'action à rester lisible. Dani apporte une autre manière d'être active. Fan Bingbing, connue notamment pour I Am Not Madame Bovary, construit ici un personnage moins fondé sur le passé, raconté que sur la compétence immédiate. Elle sait agir au bon moment. Dans un film dominé par des décisions physiques, c'est une bonne façon de faire exister une partenaire. Dani n'a pas besoin d'expliquer pendant longtemps qu'elle est capable. Elle intervient quand la situation l'exige. Sa relation avec Mike se construit alors sur une confiance pratique. Ils ne sont pas deux héros qui rivalisent pour occuper l'écran. Ils deviennent deux personnes qui doivent coordonner leurs réactions avant qu'un détail ne les condamne. Il y a un aspect du film qu'on n'aborde presque jamais quand on parle des poursuites, le bruit. Un bus en difficulté n'a pas le son d'une voiture de sport. Il grince, il vibre, il proteste. Les chocs n'ont pas seulement pour effet de faire trembler les personnages. Ils annoncent qu'une pièce peut céder. La musique de Michael Yezerski soutient cet état d'alerte.
Mais les sons du véhicule sont tout aussi importants. Un moteur qui peine, un frein qui répond mal, le fracas d'un impact contre la carrosserie. Ce sont des informations que le spectateur reçoit avant même que Mike prononce un mot. Le film s'autorise plusieurs séquences, où le problème technique devient le spectacle lui-même. Cette approche est plus intéressante que de faire exploser quelque chose toutes les 5 minutes. Réparer un car à flanc de montagne, improviser avec des pièces récupérées et garder les poursuivants à distance. Voilà des actions qui peuvent sembler moins glorieuses qu'un duel final, mais elles donnent à Mike une identité. Il n'est pas simplement le type qui frappe plus fort. C'est un homme qui sait que survivre dépend souvent d'un écrou, d'une roue, d'un câble ou du moment exact où l'on accepte de s'arrêter. Cette matérialité donne aussi à Spike quelques-uns de ses meilleurs moments. Un chauffeur qui aime son bus ne le traite pas comme un décor jetable. Il entend les défauts, il connaît les limites et il ressent l'humiliation de le voir criblé, cabossé ou immobilisé. Geoff Morrell apporte à cette relation une chaleur qui évite au groupe d'être trop sombre. Mike porte le chagrin, Vijay porte la peur, Star porte une perte récente. Spike, sans effacer ses blessures, rappelle qu'un film d'action peut aussi respirer grâce à un personnage qui tient à son travail et qui refuse de le laisser mourir facilement. Mais cette respiration devient plus difficile à mesure que la poursuite progresse. Les hommes de Rudra ne sont pas dangereux parce qu'ils sont particulièrement complexes. Ils sont dangereux parce qu'ils persistent. Quand le bus repart, ils reviennent. Quand un passage semble dégagé, ils surgissent de nouveau. C'est une logique de cauchemar routier. On ne peut pas les battre une seule fois et rentrer chez soi. Il faut continuer à rouler, garder le groupe uni et empêcher la fatigue de faire le travail des ennemis. Les blessures de Mike et de Spike ajoutent une fragilité bienvenue. Le héros reste tenace, mais le film admet qu'un corps finit par payer. À ce stade, l'affaire de barrage n'est plus seulement une exposition. Elle donne un sens à l'entêtement de Rudra. Le méchant ne cherche pas Vijay par plaisir du chaos. Il veut casser la résistance avant que les villageois puissent défendre leur accès à l'eau. C'est une motivation simple, très soulignée, mais elle permet au film de sortir un peu du pur conflit privé. Mike continue son propre trajet de deuil, sauf que le deuil n'est plus le seul enjeu. Il commence à comprendre qu'aider Vijay signifie choisir le vivant, le présent, ce qui peut encore être sauvé. On voit alors la différence entre un film d'action qui utilise un décor et un film qui laisse le décor dicter son action. Ice Road. Vengeance n'exploite pas toujours le Népal avec une précision culturelle suffisante pour éviter toute simplification. Il faut le reconnaître. Le pays est souvent ramené à des routes vertigineuses, à des villages en danger et à une montagne spectaculaire. Mais dans la mise en scène, le relief n'est pas interchangeable. Il détermine les angles de fuite, les distances et le rythme. Un autobus poursuivi dans une plaine ne raconterait pas la même chose. Ici, le vide fait partie du scénario. Les critiques qui ont trouvé le film générique n'ont pas totalement tort. Les archétypes sont visibles. Le héros blessé, le méchant corrompu, l'enfant à protéger, le policier compromis, le véhicule qui doit tenir jusqu'à la prochaine étape. Pourtant, les recettes du cinéma populaire ne sont pas forcément un défaut quand elles sont assumées. Le plaisir peut venir de la variation. On sait à peu près que Mike ne va pas abandonner les passagers. La question devient alors, de quelle manière le film va-t-il transformer la prochaine panne, le prochain pont ou le prochain virage en problème insoluble? Et c'est là que Ice Road, Vengeance, est le plus honnête. Il ne demande pas qu'on admire une intrigue labyrinthique. Il demande qu'on regarde un groupe essayer de faire avancer une masse de métal dans un endroit où chaque mètre paraît hostile. La grande métaphore est très simple. La route n'est pas une promesse de liberté, elle est un test de solidarité. Quand les personnages coopèrent, le bus bouge. Quand la peur les isole, tout se bloque. Ce principe accompagnera le film jusqu'à son dernier grand franchissement. On retrouve même une règle ancienne du cinéma de catastrophe. Plus le moyen de transport semble ordinaire au départ, plus sa transformation devient saisissante. Un bus touristique évoque normalement les photos, les arrêts et les voyageurs détendus. Ici, il devient un abri provisoire, un atelier de réparation et un rempart. Cette métamorphose donne au film son idée la plus mémorable. La fuite va pourtant devenir encore plus coûteuse, car à force de réparer et de gagner quelques minutes,
le groupe ne peut éviter indéfiniment l'affrontement avec Rudra. Les passagers n'ont plus seulement besoin d'un mécanicien improvisé. Ils vont devoir décider ce qu'ils sont prêts à risquer pour empêcher un homme puissant de reprendre Vijay et d'imposer sa victoire à un village qui, lui, n'a nulle part où fuir. À partir du moment où le Kiwi Express est gravement touché, Ice Road, Vengeance entre dans sa partie la plus purement aventureuse. Le groupe ne peut plus compter sur une fuite propre. Les personnes qui restent à bord sont blessées, fatiguées, parfois terrorisées, et elles avancent avec un véhicule qui a déjà encaissé bien plus qu'un quart de tourisme ne devrait jamais subir. Le film ne ralentit pas vraiment pour faire un bilan. Il choisit plutôt de faire de cette fatigue un élément du suspense. Chaque solution apporte une nouvelle complication. C'est l'une de ces histoires où l'on ne gagne jamais définitivement. On obtient seulement le droit d'essayer de survivre encore un peu plus loin. Spike incarne très bien cette étape. Son attachement au bus, qui pouvait sembler presque amusant au début, prend une dimension plus émouvante quand l'engin ne peut plus lui promettre de protection. Il a conduit des voyageurs, gardé son itinéraire, probablement connu les habitudes rassurantes d'un travail qu'il maîtrise. Puis tout s'effondre. Le car devient une cible, ses passagers deviennent une responsabilité immense et la route ne laisse aucune marge. Geoff Morrell joue cette transition avec une énergie qui évite au personnage de devenir seulement un martyr attendu. Spike reste un homme qui veut préserver ce qu'il connaît, même quand ce qu'il connaît est déjà en train de lui échapper. Le film lui réserve un moment de sacrifice. Quand la poursuite arrive à un point où le groupe doit faire un choix atroce, Spike ne s'accroche pas à une illusion de sécurité. Il comprend qu'il peut retenir les hommes de Rudra, au moins quelques instants, et donner au reste des passagers une chance de repartir. La scène est pensée comme un geste de résistance plus que comme une prouesse. Ice Road, Vengeance ne le transforme pas en légende invincible. Il donne simplement à ce chauffeur, qui a passé le film à tenir son bus sur une route impossible, la dernière décision qu'il peut encore contrôler. Ce passage résonne avec le deuil de Mike. Jusqu'ici, Mike a voyagé pour rendre hommage à Gurty. Il se retrouve de nouveau confronté à la perte d'un homme qui choisit d'aider les autres. Le film ne développe pas ce parallèle avec une finesse psychologique immense, mais il le laisse exister. Mike connaît trop bien le vide qui suit un sacrifice. Cela explique pourquoi il devient de moins en moins disposé à perdre des gens pour une cause qu'il pourrait encore influencer. Sa colère contre Rudra n'est pas seulement la colère habituelle du héros face aux méchants. Elle s'alimente de cette répétition. Encore un homme courageux qui disparaît parce qu'un puissant considère les autres comme des obstacles. La fuite conduit finalement Mike, Danny, Star et Vijay vers les hauteurs où Ganesh, le père de Vijay, s'est tenu caché. Ce déplacement donne enfin un visage complet à l'enjeu politique du film. Ganesh n'est plus seulement le nom d'un opposant que les personnages évoquent. C'est un homme qui tente de protéger l'accès de son village à la rivière. Dans le récit, le barrage promet de l'électricité, mais les habitants craignent de voir leur eau et leur autonomie disparaître. Le film traite tout cela en très large. Il ne déroule pas un débat complexe sur l'énergie hydroélectrique, les permis ou les intérêts économiques. Il utilise cette situation pour rendre visible une question simple. Qui décide de l'avenir d'un lieu, ceux qui y vivent ou ceux qui y voient une source de profit? Vijay retrouve son père et ce moment compte parce qu'il ramène un peu de tendresse au milieu des réparations et des attaques. Le jeune garçon a passé une grande partie du film à fuir une séparation. Le revoir auprès de Ganesh ne résout pas immédiatement le danger, mais cela réaffirme ce que tout le monde essayait de sauver. Mike n'aide pas une abstraction appelée la justice. Il aide une famille à ne pas être brisée par un projet imposé à coups de menaces. Dans un film d'action, ce genre de clarification peut sembler élémentaire. Pourtant, elle donne un sens humain aux kilomètres parcourus. Mike s'effondre alors sous le poids de ses blessures. C'est un des rares moments où le film accepte de le laisser vulnérable sans le remettre aussitôt debout pour la prochaine bagarre. Neeson a construit sa carrière récente sur des personnages qui encaissent beaucoup, parfois trop pour rester plausibles. Ice Road, Vengeance joue avec cette attente. Mike reste capable d'agir, mais il n'est pas présenté comme exemple de douleur. Danny soigne ce qu'elle peut, veille sur le groupe et prouve une fois encore qu'elle n'est pas là pour admirer le héros américain.
À ce moment du récit, elle est peut-être le personnage le plus stable. Elle garde la tête froide, protège les plus fragiles et ne perd pas de vue la sortie. Mais ce refuge ne peut pas durer. La route impose son prochain défi avec une idée de cinéma très directe, un passage au-dessus d'un gouffre. Un pont ou une traversée fragile est un classique parce qu'il transforme le mouvement en décision. Il faut choisir qui passe, quand, comment et à quel prix. Le film construit alors sa dernière montée de tension autour d'un franchissement où le bus et les survivants restent exposés. Ganesh aide le groupe, mais paie lui aussi très cher sa volonté de résister. Sa mort ferme brutalement le chapitre familial de Vijay. Après le père du professeur Myers, après Spike, la violence de Rudra continue de retirer aux autres ce qu'ils ont de plus précieux. Ce qui change, cette fois, c'est que les passagers ne sont plus seulement des gens terrifiés attendant le prochain ordre. À force d'avoir survécu ensemble, ils deviennent un groupe. Le film garde Mike au centre, bien sûr, mais il insiste sur l'idée que la fuite ne dépend plus d'un seul homme. Star a vu son monde basculer. Vijay a perdu son père. Danny a porté une part énorme de la défense du groupe. Tous savent maintenant ce que Rudra représente. La confrontation finale n'est donc pas la vengeance d'un individu isolé. C'est une réponse collective à quelqu'un qui a cru pouvoir transformer chaque lien humain en point faible. La géographie ajoute une dernière ironie. Le récit conduit les personnages vers la frontière entre le Népal et la Chine, endroit où la sensation d'étroitesse devient totale. Une frontière est déjà un lieu de contrôle, dans un film où la police a pu être compromise et où les voyageurs ont dû décider eux-mêmes de ce qui est juste. Cette proximité prend une valeur dramatique. Le groupe ne cherche plus à échapper à une zone vague. Il tente de traverser une limite physique, alors que les poursuivants arrivent derrière lui. Les ennemis restent coincés dans la même logique de voiture, de moteur et de route que les héros. Mais la différence est devenue morale. Les uns veulent posséder, les autres veulent passer et laisser vivre. Le dernier affrontement s'achève lorsque Mike utilise le bus pour faire tomber Rudra et son véhicule dans le vide. C'est une résolution très cohérente avec le langage du film. Ce ne sont pas des armes secrètes ni un plan compliqué qui gagnent. C'est la masse même du Kiwi Express, ce moyen de transport devenu refuge, piège, atelier et arme. Le bus a été maltraité tout au long de l'histoire. À la fin, il fournit la réponse ultime. On peut trouver la scène outrée, et elle l'est volontairement, mais elle boucle avec une certaine satisfaction le parcours du véhicule. Tout ce que les personnages ont réparé et défendu devient la chose qui leur permet de ne plus subir. Avec Rudra éliminé et les policiers corrompus vaincus, le film offre à Vijay une forme de continuité. Les habitants peuvent envisager un avenir où ils auront à la fois l'électricité et l'accès à leur rivière. Cette résolution est optimiste, peut-être même plus nette que ne le permettrait une situation réelle. Il faut la recevoir comme la conclusion d'un conte d'action, pas comme une prédiction sociale. Hensley veut que la communauté sauvée apparaisse capable d'imaginer autre chose que la peur. Après tant de morts et de ruines, le récit lui accorde ce droit. Reste alors Mike et ce qu'il était venu accomplir avant que le monde ne lui demande de prendre parti. Il reprend son voyage avec Danny et atteint enfin les montagnes où il peut disperser les cendres de Gurti. Le geste est bref, mais c'est peut-être le plus important du film. Mike ne gagne pas parce qu'il a éliminé un adversaire. Il gagne parce qu'il parvient à finir un adieu qu'il avait repoussé derrière les combats. L'Everest ne sert pas seulement d'arrière-plan spectaculaire. Il devient l'endroit où le héros laisse enfin son frère partir. La scène finale insiste sur une idée simple. Vivre n'est pas trahir les morts. Mike croise un objet qui réveille un souvenir de Gurti, puis comprend que son frère ne lui demanderait pas de rester enfermé dans la culpabilité. La manière dont le film le formule est volontairement directe. Pas de grande explication, pas de monologue qui viendrait résumer tout le chemin. Mike choisit de retourner vers Danny plutôt que de poursuivre seul avec sa tristesse. Cette ouverture n'a pas besoin de définir une relation avec précision. Elle suggère seulement que le personnage peut accepter une présence nouvelle dans sa vie. Ce dénouement peut sembler étonnamment doux après les chutes de véhicules, les tirs et les morts. Pourtant, c'est précisément ce qui donne à Ice Road vengeance un peu plus qu'un enchaînement de dangers. Le film part d'un homme incapable de poser son deuil. Il le force à aider des inconnus, à recevoir l'aide de Danny,
à voir d'autres personnes sacrifier beaucoup pour des proches, puis à regarder le souvenir de Gurty sans être entièrement écrasé par lui. Rien de cela n'est subtil au sens d'un grand drame intimiste. Mais le fil existe et il fait de la dernière image une promesse de mouvement plutôt qu'un simple arrêt après la bagarre. On peut aussi voir cette fin comme la réponse au paradoxe du titre. La vengeance, finalement, n'est pas le sentiment qui demeure. Rudra reçoit sa punition, mais ce n'est pas ce qui transforme Mike. Ce qui le transforme, c'est d'avoir rencontré un village qui refusait de perdre ce qui lui permettait de vivre, puis une femme qui lui montre qu'un guide peut aussi être une compagne de survie. Le film arrive à son terme avec un homme qui n'oublie pas son frère, mais qui cesse de vivre uniquement pour sa mémoire. Après tout ce vacarme, c'est une note plus apaisée qu'on ne l'aurait cru possible. Quand on regarde Ice Road, Vengeance, on voit très vite que le film a été pensé autour de Liam Neeson. Ce n'est pas une critique en soi. Beaucoup de thrillers d'action reposent sur la promesse d'un acteur et sur le personnage qu'il a appris à incarner au fil des années. Neeson apporte ici une silhouette connue, une voix que l'on reconnaît avant même de voir son visage et un style de jeu construit sur la retenue. Mike McCann ne parle pas pour remplir le silence. Il observe, répond peu et agit lorsqu'il estime qu'il n'y a plus d'autre option. Cette retenue est particulièrement utile pour un héros en deuil. Si Mike expliquait sans cesse ce qu'il ressent pour Gurty, le film deviendrait lourd. Neeson préfère porter cette douleur dans la posture. Son personnage semble fatigué avant même que les mercenaires arrivent. Il arrive au Népal avec le corps d'un homme qui a fait beaucoup de route et le regard de quelqu'un qui ne s'est pas encore accordé le droit de respirer. Dès lors, chaque scène d'action a une légère ombre. Quand Mike protège Vijay ou aide à réparer le bus, il ne paraît pas chercher une occasion de briller. Il paraît incapable de détourner les yeux. Il faut rappeler que Liam Neeson revient dans le rôle de Mike après le premier Ice Road. Cette continuité est importante, même si la suite peut se regarder sans connaître tous les détails du film de 2021. Marcus Thomas revient également sous les traits de Gurty, surtout par la présence du souvenir et des flashbacks. Le choix de ramener ce frère absent permet à la suite de ne pas repartir entièrement de zéro. Mike a un passé, une perte, et le spectateur comprend immédiatement que son voyage n'est pas une excursion improvisée. Neeson est un acteur né en Irlande du Nord, formé par des rôles dramatiques très différents avant d'être associé à cette phase de sa carrière. C'est peut-être pour cela que même ses personnages d'action les plus simples gardent souvent une mélancolie. Dans Ice Road, Vengeance, il n'essaie pas de jouer la vitesse ou la jeunesse. Le film utilise au contraire son âge apparent, sa lenteur parfois, son poids dans le cadre. Mike gagne moins parce qu'il est plus rapide que les autres que parce qu'il continue à réfléchir quand tous les autres courent déjà vers la catastrophe. Face à lui, Fan Bingbing est le choix de casting le plus intéressant. L'actrice chinoise incarne Danny Yangshen, guide de montagne et partenaire essentiel de Mike. Elle apporte une présence plus mobile, plus vive, et le film lui permet d'être compétente sans transformer chaque scène en démonstration. Danny connaît l'environnement dans lequel Mike débarque. Elle comprend les distances, les dangers du voyage et les hommes qui tentent de manipuler la situation. Surtout, elle ne sert jamais uniquement à traduire le monde pour le héros. Elle participe pleinement à l'action. Le duo Neeson-Fan Bingbing repose sur le contraste plutôt que sur une opposition artificielle. Mike est fermé, lourd de souvenirs, habitué à porter seul. Danny est plus directe, plus attentive aux autres, et elle n'attend pas que quelqu'un lui donne la permission d'agir. Leur relation prend le temps de se construire au milieu du danger. Le film ne force pas une romance déclarée à chaque étape. Il laisse plutôt apparaître une confiance. Quand Mike est blessé, Danny ne devient pas une infirmière décorative. Elle prend en charge le moment parce qu'elle est celle qui peut le faire. Quand elle se bat ou décide, Mike l'écoute parce qu'il a appris qu'elle est indispensable. Ce détail de mise en relation compte beaucoup. Dans le cinéma d'action classique, le héros venu d'ailleurs risque parfois d'écraser tous les personnages locaux. Ice Road. Vengeance ne résout pas entièrement ce problème, puisque l'histoire reste le voyage de Mike. Mais Danny n'est pas seulement son accompagnatrice. Elle est co-héroïne dans les scènes où la survie dépend de la vitesse, de l'orientation et du sang-froid. Fan Bingbing donne à cette fonction une autorité qui rend le film plus équilibré. Sans elle,
Mike serait un étranger très compétent au milieu d'un décor. Avec elle, il devient un homme obligé d'apprendre à faire confiance. Marcus Thomas, quant à lui, a une tâche plus particulière. Gertie n'est pas le compagnon qui traverse physiquement toutes les scènes. Il existe dans l'absence. Thomas doit donc faire croire à un lien fraternel par des fragments de mémoire, des images brèves et l'effet que son souvenir produit chez Mike. C'est un rôle moins visible, mais central dans la structure. Sans Gertie, il ne resterait qu'une chasse dans les montagnes. Grâce à lui, le film conserve une origine émotionnelle. Chaque fois que Mike hésite ou encaisse une perte, le public peut sentir ce qui l'a mené jusque-là. Le jeune Saksham Sharma incarne Vijay Rai avec une fragilité nécessaire. Un enfant pris dans un complot d'adultes peut facilement devenir un simple paquet à transporter d'une scène à l'autre. Ici, Vijay représente l'enjeu humain de l'affaire du barrage. Son regard rappelle que les menaces de Rudra atteignent des familles, pas seulement des adversaires abstraits. Sharma ne porte pas seul le poids émotionnel du film, mais il donne une raison concrète à l'obstination de Mike et de Danny. On ne sauve pas seulement un futur témoin ou une information. On protège un garçon qui cherche son père dans un monde où les adultes censés aider sont parfois les plus dangereux. Bernard Curry joue le professeur Myers avec une tonalité moins attendue dans ce groupe. Il ne possède ni l'expérience mécanique de Mike, ni la connaissance du terrain de Danny. Il incarne l'intellectuel ordinaire qui se retrouve dans une situation à laquelle aucune théorie ne l'a préparé. Sa présence avec Star, interprétée par Grace O'Sullivan, apporte une relation père-fille qui fait écho, en plus fragile, à celle de Vijay et Ganesh. Le film prend une décision brutale à leur sujet. Cette perte donne à Star une position très solitaire et rappelle au public que l'aventure n'est pas une attraction sans conséquences. Grace O'Sullivan ne reçoit pas toujours l'espace nécessaire pour développer Star après ce traumatisme, mais elle maintient le personnage dans une émotion lisible. Star n'est pas une guerrière née, elle est une jeune femme qui doit réagir à une violence pour laquelle personne ne l'a préparée. Le film préfère l'entraîner dans la dynamique du groupe plutôt que de lui donner une longue scène de chagrin. C'est compréhensible dans un récit pressé, même si l'on peut regretter qu'il ne fasse pas davantage respirer ses personnages secondaires. Geoff Morrell apporte à Spike une énergie complémentaire. Dans une distribution où beaucoup de gens portent un secret, une blessure ou une responsabilité écrasante, il incarne le professionnel fier de son outil de travail. Son enthousiasme n'est jamais tout à fait léger, car la route ne lui laisse pas longtemps le loisir d'être détendu. Mais son attachement au Kiwi Express donne une identité au bus. Il n'est plus un simple accessoire que le scénario peut casser. Il devient la prolongation de Spike, et c'est pourquoi son parcours touche davantage qu'on ne pourrait l'imaginer. Mahesh Jadoo, dans le rôle de Rudra Yash, joue l'antagoniste comme une force d'assurance et de contrôle. Le scénario ne cherche pas à lui fournir une profondeur tragique qui viendrait justifier ses actes. Jadoo travaille donc surtout la menace, un calme dur, une manière de considérer les autres comme des éléments à déplacer ou à éliminer. Cette simplicité n'a rien de révolutionnaire, mais elle est cohérente avec l'économie du film. Rudra doit rester lisible, car le vrai obstacle n'est pas de comprendre sa psychologie. C'est d'échapper à ses véhicules, à ses mercenaires et à ses alliés compromis. Amelia Bishop, en gîte, et C.J. Bloomfield, en yogh, donnent un visage immédiat à cette violence de terrain. Le capitaine Shankar de Monish Anand est plus inquiétant parce qu'il porte l'apparence de l'autorité. Ce sont des personnages de fonction, mais ils servent à faire monter les menaces par niveau. Avec Rudra, on a l'homme qui ordonne. Avec ses mercenaires, on a les bras qui exécutent. Avec Shankar, on voit que l'ordre public lui-même peut être retourné contre ceux qu'il devrait protéger. Cette architecture est simple, presque scolaire, mais elle permet au récit de ne jamais perdre son adversaire de vue. Il y a aussi une dimension très internationale dans cette distribution. Un acteur irlandais installé dans le cinéma américain, une grande actrice chinoise, des interprètes australiens et des artistes venant de parcours variés se rencontrent dans une histoire située au Népal et largement fabriquée en Australie. Ce mélange n'efface pas les limites de la représentation culturelle du film, mais il donne au projet une texture de coproduction contemporaine. Ice Road. Vengeance n'est pas un film local au sens étroit. C'est un produit d'action conçu pour circuler entre plusieurs marchés et plusieurs plateformes.
Cette variété se voit surtout dans les rythmes de jeu. Neeson ralentit les scènes. Fan Bingbing les accélère. Morel les humanise avec la chaleur de Spike. Curry et O'Sullivan introduisent la vulnérabilité des touristes. Sharma concentre l'enjeu familial. Jadu fige l'espace chaque fois que Rudra entre dans le cadre. Aucun de ces éléments n'est suffisant isolément, mais leur contraste évite que le film devienne une seule note de colère. Le choix le plus judicieux reste peut-être de ne pas faire de Mike et Danny deux copies l'un de l'autre. Ils survivent parce qu'ils ont des compétences différentes. Cette complémentarité donne à la fin une valeur plus douce. Lorsque Mike a enfin dispersé les cendres de Gurti, il ne se retrouve pas seul devant une nouvelle route. Danny est là, non pas comme un prix remis au héros après sa victoire, mais comme la personne qui a vu tout ce qu'il a traversé et qui a elle-même traversé le danger à ses côtés. Le film gagne beaucoup à laisser cette relation dans le sous-texte plutôt qu'à la surligner. Au fond, la distribution d'Ice Road, Vengeance fonctionne quand elle montre des gens qui n'auraient jamais dû voyager ensemble et qui deviennent indispensables les uns aux autres. Liam Neeson reste le centre de gravité, mais Fan Bingbing lui donne un véritable contrepoids. Spike donne un cœur au véhicule, Vijay donne un visage à ce qui doit être protégé, et les pertes autour d'eux empêchent la victoire de ressembler à une simple formalité. C'est cette communauté improvisée, plus que la promesse d'une vengeance, qui rend le bus digne d'être suivi jusqu'au bout. Pour comprendre Ice Road, Vengeance, il faut aussi regarder le parcours de Jonathan Hensley. Le réalisateur et scénariste américain signe ici les deux fonctions, comme il l'avait fait pour le premier Ice Road. Son nom est lié à l'écriture de gros spectacles populaires, notamment Die Hard with a Vengeance, Armageddon et Jumanji. Ce n'est pas un cinéaste qui cherche à cacher les rouages du divertissement. Il aime les objectifs clairs, les mécanismes de crise et les personnages poussés à trouver une solution avant que la situation n'explose. Cette suite ressemble exactement à cette manière de raconter. Hensley ne traite pas le scénario comme un puzzle d'indices. Il lui donne la forme d'un escalier. Mike arrive pour une raison personnelle. Il découvre un enfant menacé. Le bus est attaqué. La police se révèle peu fiable. Le véhicule souffre. Les poursuivants reviennent. Les personnages trouvent un refuge qui n'en est pas vraiment un. Puis il faut franchir un passage encore plus dangereux. Chaque palier est lisible. On peut considérer cette construction comme prévisible, mais elle a une vertu très concrète. Le public sait toujours ce qui est en jeu dans la scène suivante. Cette clarté doit beaucoup à l'image. Tom Stern est le directeur de la photographie du film. Son travail consiste ici à faire coexister deux échelles très différentes. Il y a les grands plans de relief, de routes découpées dans la montagne et de véhicules minuscules face au paysage. Et puis il y a l'intérieur du Kiwi Express, où les corps sont serrés, où les gestes comptent et où le danger peut venir d'une porte ou d'une vitre. Le film passe constamment du sentiment d'immensité à celui d'enfermement. C'est une manière efficace de faire sentir que les personnages sont perdus dans un monde trop grand, tout en n'ayant presque aucun espace pour bouger. Les plans larges ont une mission émotionnelle. Ils rappellent que le bus ne contrôle rien. Vu de loin, il ressemble à un point coloré posé sur une ligne étroite, avec des falaises de chaque côté. Cette perspective rend les scènes de poursuite plus inquiétantes que ne le ferait une simple succession de coups de feu. Ce qui fait peur, ce n'est pas seulement l'homme armé assis quelques mètres plus loin, c'est l'idée que la moindre erreur de conduite peut faire disparaître tout le groupe hors du champ. À l'inverse, les plans intérieurs servent à organiser le chaos. Dans un véhicule, une scène d'action peut vite devenir illisible. Le réalisateur doit faire comprendre qui se trouve où, qui a vu quoi, comment quelqu'un peut atteindre une issue et pourquoi une action est urgente. Ice Road. Vengeance réussit assez souvent ce travail. Mike utilise l'espace du bus comme un homme habitué au volume et aux contraintes. Danny se déplace avec une énergie plus souple. Les passagers deviennent des obstacles physiques, mais aussi des personnes à protéger. Hensley ne cherche pas une chorégraphie très élégante, il cherche une sensation de proximité et de désordre contrôlé. Ce désordre est soutenu par le montage de Luc Doolan. Le film garde un rythme rapide, parfois au risque d'écourter une conséquence émotionnelle. Après certaines pertes, il repart vite vers l'obstacle suivant. On peut regretter ce choix, car les personnages secondaires auraient gagné à avoir un peu plus de silence.
mais il correspond au genre que le film assume. Quand le bus s'arrête, la menace n'attend pas poliment que chacun termine son deuil. Il faut déjà réparer, charger, pousser, regarder derrière soi. Le montage fait de cette absence de pause une partie du piège. Il y a une différence importante entre vitesse et précipitation. Ice Road. Vengeance n'est pas toujours parfaitement équilibrée. Certaines transitions semblent venir parce que le scénario doit atteindre sa prochaine pièce d'action. Pourtant, le film sait ralentir juste assez quand Mike pense à Gertie ou quand Danny soigne les blessés. Ces respirations sont courtes, mais elles empêchent le récit de devenir entièrement mécanique. Elles nous rappellent que les personnages ne transportent pas seulement du matériel d'un point à un autre. Ils portent un deuil, une peur, un lien parental ou la responsabilité d'un lieu menacé. La musique de Michael Jezerski participe à cette alternance. Dans ce type de thriller, une partition a deux pièges possibles. Elle peut prendre toute la place et dire au spectateur exactement quand il doit avoir peur, ou elle peut disparaître au point de laisser les scènes sans élan. Ici, le score accompagne surtout l'urgence. Il resserre les passages de poursuite et laisse davantage de place au son des moteurs, des chocs et des pneus. La vraie musique du film, par moments, reste le bus lui-même. Un bruit métallique devient une alerte. Une suspension qui gronde annonce qu'un problème pourrait devenir fatal. Ce choix sonore s'accorde avec la personnalité de Mike. Un héros comme lui n'a pas besoin d'une musique triomphante à chaque fois qu'il intervient. Il est plus intéressant quand le film nous laisse entendre le coup de l'action. Ses respirations, les coups contre la carrosserie, les portières, la mécanique qui résiste. Tous ces éléments donnent une présence physique à un récit qui pourrait autrement flotter dans l'abstraction des effets numériques. Le spectateur n'a pas besoin de connaître la mécanique d'un autobus pour comprendre qu'un bruit anormal signifie qu'il reste moins de marge. La mise en scène aime également les lignes. Une route se dessine à flanc de montagne. Un véhicule la suit. Des poursuivants apparaissent derrière. C'est très simple, presque graphique. La ligne de la route met les personnages en file, expose leur vitesse et rappelle qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où se cacher. Quand le film place le bus devant une montée, un pont ou un gouffre, il transforme une ligne en verdict. Il faut passer. Il n'y a pas de détour commode. Cette économie géographique est l'un des meilleurs arguments de la suite. Hensley utilise par ailleurs le contraste entre le pèlerinage et le spectacle. Au début, les hautes montagnes sont associées au souvenir de Gertie et à un geste de recueillement. Plus l'intrigue avance, plus elles deviennent l'endroit d'une chasse. Ce basculement n'est pas seulement narratif, il modifie la manière dont on regarde le décor. Un panorama qui aurait pu inviter à la contemplation devient une menace parce qu'il cache la route, coupe le réseau et rend toute aide lointaine. Le film joue ainsi avec un sentiment que tout voyageur connaît. Un endroit magnifique peut devenir terrifiant dès qu'on ne maîtrise plus les conditions. Cette idée pourrait évoquer le cinéma de survie, même si Ice Road, Vengeance reste beaucoup plus proche du film de poursuite que du drame réaliste. Les personnages ne doivent pas apprendre à vivre seuls dans la nature pendant des semaines. Ils doivent franchir des obstacles avec rapidité, mais le relief impose à l'action une forme de modestie. Les méchants ont des armes et des véhicules, les héros ont de la débrouillardise. Pourtant, la montagne semble pouvoir punir tout le monde avec la même indifférence. C'est elle qui donne au film son échelle. Le réalisateur ne cherche jamais vraiment l'ambiguïté morale. Rudra est dangereux, Shankar est compromis, Mike et Danny essaient de faire ce qui est juste. On peut souhaiter davantage de nuances, mais ce choix rend l'image très directe. Les cadres opposent souvent un groupe rassemblé dans le bus à des poursuivants qui arrivent de l'extérieur. La solidarité est littéralement dans le même espace. La menace est derrière, au-dessus, au prochain tournant. Cette lisibilité peut avoir quelque chose de rassurant pour le spectateur qui veut avant tout suivre l'action sans déchiffrer un jeu politique complexe. Les effets visuels ont suscité des réactions partagées chez des spectateurs. Certaines images de relief ou de danger paraissent manifestement composées et le film ne dispose pas de la finition d'une superproduction géante. C'est une critique juste, mais il faut aussi regarder ce que la production essaie de faire. Placer un grand bus, des pentes et des cascades d'événements dans des lieux où un tournage réel serait extrêmement risqué. La crédibilité n'est pas constante
mais l'intention est claire. Hensley veut une route qui paraisse physiquement impossible, puis il demande à ses personnages de la négocier avec des moyens de fortune. Ce qui fait tenir l'ensemble, ce n'est donc pas la perfection de chaque image, c'est la cohérence des enjeux visuels. On comprend que le bus est trop gros pour cette route. On comprend que les passagers n'ont pas le droit à l'erreur. On comprend que Mike ne peut pas résoudre la situation par un seul duel dans un hangar. Le film donne à l'action une forme de problème continu, et c'est ce qui le distingue un peu de la longue série des thrillers où Liam Neeson poursuit quelqu'un dans des rues anonymes. Quand Hensley est le plus inspiré, il fait du véhicule une extension de tous les personnages. Le Kiwi Express porte des gens qui ne se seraient jamais rencontrés, leurs histoires, leurs blessures et leurs espoirs. Il encaisse avec eux, il se dégrade avec eux, et il continue à avancer non parce qu'il serait magique, mais parce que le groupe refuse de le laisser devenir leur tombe. Cette image-là, assez simple mais efficace, résume bien la mise en scène d'Ice Road. Vengeance, du métal, du vide, des gens qui n'ont plus le choix, et une route qui transforme chaque décision en spectacle. Cette sobriété de langage visuel explique aussi pourquoi les scènes les plus efficaces ne sont pas forcément les plus bruyantes. Un plan où le car progresse lentement, où un personnage écoute la mécanique ou regarde la pente peut créer plus d'attente qu'une explosion. Le film comprend par instant que le suspense naît du délai. Une seconde de trop, une pièce qui résiste, une roue qui hésite. Ce rapport entre ampleur et fragilité donne au spectacle son meilleur rythme. Quand la technique semble visible, le film perd un peu de son pouvoir. Quand le cadre, le son et les acteurs se répondent, il retrouve une simplicité très efficace. Faire sentir qu'un trajet ordinaire peut devenir, en quelques minutes, une lutte pour ne pas disparaître. Ce n'est pas spectaculaire parce que tout paraît vrai, mais parce que les personnages ont l'air de croire, eux, à la prochaine panne, au prochain virage et à leur responsabilité commune, à bord. L'un des faits les plus intéressants autour d'Ice Road, Vengeance, est que son voyage népalais a été largement fabriqué de l'autre côté de la planète. Le film situe son action entre Katmandou, les routes de montagne et les hauteurs menant vers l'Everest. Pourtant, sa production principale s'est installée dans l'État de Victoria, en Australie, à partir de janvier 2024. Cette distance entre le lieu raconté et le lieu tourné n'est pas une anecdote isolée. Elle aide à comprendre l'aspect visuel du film, ses limites et son ambition. La petite ville de Walhalla, dans le Gippsland, a servi de décor à plusieurs séquences d'action. Sur le papier, le nom peut surprendre. Walhalla est une ancienne ville minière australienne nichée dans un paysage montagneux et boisé, pas une bourgade népalaise, mais le cinéma fonctionne souvent par transformation. Une pente, une route étroite, une brume, quelques changements de décor, des véhicules bien choisis et beaucoup de travail de cadre peuvent créer l'illusion d'un autre continent. Ice Road. Vengeance utilise cette possibilité avec une idée très simple. Trouver un terrain suffisamment escarpé et expressif pour que le bus paraisse constamment au bord du vide. Ce choix répond aussi à une contrainte évidente, filmer un car lourd sur de vraies routes himalayennes, avec des cascades, des véhicules poursuivants et une équipe internationale, ferait monter les difficultés de sécurité et de logistique à un niveau considérable. Le récit demande des scènes où un grand véhicule se trouve dans des situations extrêmes. Il faut pouvoir contrôler la route, les distances, la météo, les caméras et les cascades. L'Australie offre à la production un environnement plus maîtrisable, tout en gardant des reliefs et une nature capable de suggérer l'aventure. La production n'a pas utilisé seulement les extérieurs. Les annonces de VicScreen, l'organisme de l'État de Victoria dédié au secteur audiovisuel, indiquaient aussi un tournage à Melbourne et l'emploi de la technologie de plateau virtuel de Nant Studio au Dockland Studio Melbourne. Un plateau virtuel permet de placer de grands écrans autour des acteurs pour afficher un environnement numérique ou filmé, au lieu de tout ajouter après coup sur un fond vert. Pour un film comme celui-ci, c'est particulièrement utile. Les personnages peuvent jouer à l'intérieur d'un bus, avec une lumière et un décor de montagne déjà présents autour d'eux, sans devoir emmener toute l'équipe au bord d'un précipice réel. Ce procédé ne rend pas automatiquement une image parfaite. Certains spectateurs ont justement remarqué que les effets numériques se voient parfois. C'est une réaction compréhensible. Quand un film met en avant des falaises,
Des véhicules en danger et des panoramas immenses, le public compare instinctivement ce qu'il voit à des images de voyage ou à de très grandes productions dotées de moyens énormes. Mais le volume et les effets visuels ont une fonction plus profonde que celle de masquer une solution économique. Ils permettent de créer des angles que personne ne devrait tenter dans la réalité. Une route peut sembler plus étroite, une chute plus proche, un bus plus exposé, tout en laissant les interprètes et les techniciens travailler dans des conditions plus sûres. La différence entre décor réel et décor de cinéma participe alors à l'étrangeté du film. Ice Road, Vengeance veut nous faire sentir un Népal grandiose et dangereux, mais il raconte surtout une aventure de genre. Il ne cherche pas l'observation quotidienne. Il assemble des indices visuels, relief, route à flanc de montagne, village, véhicules chargés, brouillard, poussière et vide. Le résultat peut frustrer un spectateur qui attend une représentation très précise des lieux. En revanche, il a une cohérence de cauchemar routier. On ne demande pas tant. Où sommes-nous exactement? On demande. Comment le bus pourra-t-il passer ici? Il est utile d'être honnête sur ce point, car le film ne doit pas devenir une carte postale trompeuse. Le Népal réel possède des cultures, des langues, des villes, des communautés, et une diversité qui ne peuvent pas se réduire à un décor de péril. Ice Road, Vengeance utilise le pays comme cadre fictionnel et comme moteur d'aventure. Il parle d'un barrage et de villageois menacés, mais il ne prétend pas fournir un portrait complet de la société népalaise. Cette distinction permet de profiter du récit sans lui attribuer une précision documentaire qu'il n'a jamais cherché à atteindre. Revenons à la production elle-même. Avant de s'appeler Ice Road, Vengeance, le projet a circulé sous le titre des Ice Road 2, Road to the Sky. Ce premier titre mettait l'accent sur l'itinéraire et la continuité avec le film de 2021. Le changement de nom, annoncé lorsque Vertical a acquis les droits de distribution américains, pousse davantage l'idée de confrontation. Vengeance est un mot plus court, plus agressif, plus facile à vendre à un public de thriller. Il dit au spectateur qu'il trouvera de la riposte, du danger et un héros qui finit par refuser de subir. Le titre de travail garde pourtant un intérêt. Road to the Sky décrit la manière dont le scénario utilise la montée. L'ascension n'est pas seulement une question de paysage. Plus Mike, Danny et les passagers avancent, plus les options se ferment. Monter, c'est s'éloigner des secours, sortir des espaces urbains et accepter que la route décide presque à leur place. Le ciel promet une forme de délivrance, l'Everest représente le but du deuil de Mike, mais le trajet vers ce ciel devient aussi une série de pièges. Le titre abandonné aurait donc très bien pu convenir au film. La production réunit Code Entertainment, Shivans Pictures et Envision Media Arts. Les producteurs crédités comprennent notamment Al Corley, Bart Rosenblatt, Eugene Musso, Shivani Rawat, Jonathan Hensley, Lee Nelson et David Tisch. Ces noms ne sont pas forcément ceux que le public retient après une poursuite, mais ils rappellent que ce type de projet est une construction collective. Le budget, les partenaires, les assureurs, les équipes de cascade, les responsables de décor et de transport doivent tous répondre à la même question. Comment produire un grand trajet dangereux sans mettre réellement les gens en danger? Vicscreen avait annoncé que le tournage créerait près de 600 possibilités d'emploi pour les professionnels et les figurants de l'État de Victoria, avec 15 responsables de départements locaux et qu'il injecterait plus de 30 millions de dollars australiens dans l'économie de l'État. Il s'agissait d'estimations et d'objectifs de production communiqués au lancement du tournage, pas d'un chiffre de recettes du film. Cette nuance est importante. Les retombées d'un tournage et les résultats commerciaux d'une sortie sont deux choses différentes. Une œuvre peut avoir une présence modeste en salle tout en laissant une trace économique réelle dans la région où elle est fabriquée. Les aides publiques ont joué un rôle dans ce choix de Victoria. Le projet a été attiré par le Location Incentive du gouvernement fédéral australien, ainsi que par des dispositifs de l'État de Victoria destinés à soutenir les tournages et les régions. Ce n'est pas un détail bureaucratique. Dans le cinéma contemporain, les lieux de production ne sont pas seulement choisis pour leur beauté, ils sont aussi choisis pour leurs équipes, leurs studios, leurs décors disponibles et les conditions financières proposées. Une suite comme Ice Road, Vengeance cherche à donner l'impression d'un voyage lointain tout en gardant un cadre de travail solide.
Les incitations et les infrastructures rendent cette combinaison possible. Le casting reflète d'ailleurs cette implantation australienne. Bernard Curry, Geoff Morrell et Grace O'Sullivan font partie des interprètes annoncés lors du début de la production à Victoria. Cette présence locale apporte au film des artistes habitués à travailler entre productions nationales et projets internationaux. Pour Liam Neeson, ce n'était pas non plus une découverte complète de l'État. Il y avait déjà tourné Blacklight quelques années plus tôt. Cela ne transforme pas Ice Road. Vengeance en film australien, mais cela explique pourquoi le projet a pu se monter avec une base locale aussi visible. Il y a quelque chose de fascinant dans cette chaîne de transformation. Une histoire commence avec un camionneur américain endeuillé. Elle le conduit au Népal sur l'écran. Elle est portée par une actrice chinoise, des acteurs venus de plusieurs pays et des techniciens australiens. Ces grandes routes sont en partie fabriquées dans le Gippsland et dans un studio de Melbourne. Puis elle est distribuée par une société américaine, arrive sur des plateformes et se retrouve regardée par un public français. Le cinéma d'action contemporain est souvent exactement cela. Une machine internationale qui transforme des paysages, des métiers et des technologies en une aventure que l'on peut découvrir depuis son canapé. Cette machine a aussi ses contraintes visibles. Les limites de budget ou de temps se ressentent parfois dans les raccords, dans certains arrière-plans ou dans la manière dont le scénario simplifie le monde qui l'entoure. Mais il serait injuste de ne voir que cela. La production tente une chose concrète, déplacer la formule de The Ice Road vers une topographie complètement différente. Le choix de Victoria n'est pas une simple substitution cachée. Il devient la solution qui permet de donner au film sa route impossible, son bus fragilisé et son sentiment de vide. Et si les montagnes numériques ne convainquent pas toujours, elles ont au moins une fonction narrative très claire. Elles rappellent à Mike qu'il ne peut pas forcer le monde à suivre son plan. Il voulait faire un voyage d'adieu, avec un objectif défini. La route fabriquée par le film le force à improviser, à s'arrêter, à aider, à repartir et à changer. C'est une belle ironie de production. Pour raconter un héros qui perd le contrôle de son itinéraire, les cinéastes ont dû contrôler avec précision presque tout ce qui l'entoure. Ce mélange de solutions pratiques et de fabrication numérique révèle ce que cherche réellement le film. Il ne veut pas faire croire que l'équipe a tout risqué dans les mêmes conditions que les personnages. Il veut reproduire l'impression de risque. Entre un décor australien, un plateau virtuel et le travail de post-production, la production construit une sensation de voyage sans confondre aventure fictive et danger réel. Ice Road, Vengeance a connu une sortie qui correspond assez bien à son identité de film d'action contemporain de taille moyenne. Aux États-Unis, Vertical l'a lancé dans un circuit limité le 27 juin 2025, puis en vidéo à la demande le 1er juillet. En France, les fiches de référence comme Allociné le placent sur Amazon Prime Video à partir du 3 septembre 2025. Ce calendrier compte. Il indique qu'il n'a pas été construit comme une énorme sortie mondiale destinée à dominer les salles pendant des semaines. Il a surtout été placé sur une trajectoire de découverte numérique. Les spectateurs le rencontrent en cherchant un thriller, un film de Liam Neeson ou une suite à regarder à domicile. Cette voie de diffusion rend les chiffres de box-office plus difficiles à commenter. Le film a eu une présence limitée en salles américaines et sa circulation française s'est faite en streaming. Il n'existe donc pas de grandes performances françaises en salle à comparer aux sorties majeures de l'année, ni de total mondial largement établi qui permettrait une lecture solide de sa carrière commerciale. Inventer un chiffre donnerait une fausse image. Le fait le plus utile est ailleurs. Ice Road, Vengeance a été conçu pour vivre rapidement entre la location numérique, les plateformes et les catalogues internationaux, pas pour dépendre uniquement du guichet. À partir de là, la réception critique devient particulièrement visible. Sur Rotten Tomatoes, au moment de cette vérification, le film affiche 16% d'avis critiques favorables sur 25 critiques recensées. Le score d'audience y est de 24% à partir de plus de 250 évaluations. Sur Metacritic, il obtient un métascore de 37 sur 100, qualifié de défavorable, fondé sur 5 critiques, tandis que la note des utilisateurs affichée est de 4,7 sur 10 pour 19 évaluations. Ces chiffres ne disent pas tout sur une œuvre, mais ils dessinent une tendance nette.
Le film a eu du mal à convaincre les observateurs professionnels comme une part importante des personnes qui l'ont noté. Les réserves reviennent souvent autour de quelques points. D'abord, la suite garde le nom Ice Road, alors qu'elle n'utilise presque pas de route glacée. Pour certains critiques, ce décalage n'est pas une simple plaisanterie. Le premier film avait une proposition assez identifiable. Le suspense venait de camions lourds roulant sur de la glace fragile. En déplaçant Mike sur une route himalayenne, Ice Road, Vengeance conserve la marque, mais abandonne une partie de ce qui distinguait l'original. Le nouveau décor donne du vertige, mais il ne fournit pas exactement le même type de menace. La seconde critique touche au scénario. Le conflit de barrage, les mercenaires, le policier corrompu, l'enfant à protéger et le héros endeuillé sont tous des éléments très lisibles. Pour un public qui aime le cinéma d'action directe, cette lisibilité peut être un confort. On sait rapidement qui est en danger et pourquoi. Mais les critiques y ont vu une accumulation de clichés. Rudra est dessiné sans grande complexité. Certains passagers ont peu de place pour évoluer et les coïncidences mécaniques demandent une forte dose d'acceptation. Le film ne cherche pas toujours à surprendre. Il veut surtout atteindre la prochaine étape de sa course. Il y a aussi la question des effets visuels. Plusieurs retours de spectateurs soulignent que certaines images numériques paraissent fragiles. C'est un reproche particulièrement sensible pour une histoire qui dépend autant du danger physique du décor. Quand la falaise, le vide ou le véhicule semble artificiel, le corps du spectateur risque de se détacher de la scène. À l'inverse, d'autres spectateurs ont apprécié les paysages, la sensation de hauteur et l'ambition de mettre un quart au centre d'une aventure de montagne. La même image peut donc produire deux réactions. Pour l'un, elle révèle un budget limité. Pour l'autre, elle offre une série B assumée avec un décor plus singulier que les rues habituelles d'un thriller. En France, la note spectateur d'Allociné est elle aussi sévère, 1,7 sur 5 au moment de la vérification, calculée à partir de 394 notes et 72 critiques. Il faut toujours regarder ce type de chiffre avec prudence, parce qu'il évolue et parce que les personnes qui vont noter un film en ligne ne représentent pas tout le public. Mais les commentaires français font apparaître une tension intéressante. Certains regrettent le manque de finesse, les effets visibles et le côté très prévisible du récit. D'autres acceptent volontiers le film comme un divertissement d'action sans prétention, porté par Liam Neeson et par le plaisir d'une route spectaculaire. Cette division n'a rien d'incohérent. Ice Road, Vengeance ne vise pas le même plaisir qu'un film d'auteur contemplatif ou qu'une superproduction aux effets irréprochables. Il appartient à une tradition plus modeste de thriller de survie. Dans cette tradition, le public évalue souvent un film sur des questions très concrètes. Est-ce que l'action est lisible? Est-ce que le héros tient la route? Est-ce que le décor change assez pour éviter la monotonie? Est-ce que accepte les invraisemblances parce que le voyage reste amusant? Les réponses ne seront évidemment pas les mêmes selon les attentes de chacun. Liam Neeson joue ici un rôle important dans la réception. Pour certains, sa présence suffit à créer une promesse agréable, un homme fatigué, une injustice, un véhicule en danger et une riposte. Pour d'autres, le film semble répéter une formule qu'il a déjà beaucoup utilisée depuis plus d'une décennie. Cette fatigue de la formule se ressent dans plusieurs commentaires critiques. Le public connaît désormais le rythme de ses personnages. Calme initial, menace contre des innocents, explosion de compétences, confrontation finale. Quand le scénario n'apporte pas assez d'invention autour de cette structure, le charisme de Neeson ne peut pas satisfaire tout le monde. Le film ne fait pas partie d'une saison de prix ni d'un circuit de festival qui lui aurait donné une reconnaissance artistique particulière. Il ne faut pas lui prêter de nominations majeures qui ne sont pas documentées. Son terrain est celui du streaming et du film d'action accessible. Dans ce cadre, son destin se joue moins sur les cérémonies que sur les recommandations automatiques, la disponibilité sur une plateforme et la curiosité du soir. Une œuvre peut être mal reçue par la critique tout en trouvant des spectateurs qui apprécient exactement son côté direct. Ce phénomène est courant pour les thrillers à stars. La réception internationale doit aussi être replacée dans le contexte de son arrivée. Ice Road, Vengeance est sorti en 2025, alors que les plateformes avaient déjà habitué le public à voir des films d'action avec des stars reconnues apparaître très vite à domicile.
Cela change le regard. En salle, un spectateur peut attendre une expérience spectaculaire qui justifie le billet et l'écran géant. Chez lui, il peut simplement chercher une histoire de 2 heures avec de la tension et un acteur familier. Le même film peut sembler trop léger dans un contexte et assez efficace dans l'autre. Il est intéressant de comparer ce cas à la notion de suite. Le premier Ice Road reposait sur une idée claire et un environnement mémorable, le trajet sur les routes de glace. La suite choisit de ne pas refaire exactement le même film. C'est un risque. Reproduire le décor aurait pu paraître paresseux. Le remplacer fait perdre une part de l'identité du titre. Hensley et son équipe ont préféré le déplacement géographique et le bus de montagne. Certains y ont vu une trahison de la promesse. D'autres pourront y voir une tentative de ne pas rester enfermés dans la même recette. Pour un public francophone, le plus juste est peut-être de savoir à quoi s'attendre. Ice Road. Vengeance n'est pas un film qui demande une attention d'archiviste à chaque détail de scénario. Il n'est pas non plus le portrait définitif d'un pays ou une aventure de montagne réaliste. C'est un film d'action construit autour d'un trajet, d'un deuil et d'une menace à arrêter. On peut y prendre plaisir si l'on accepte les codes de la série B moderne. Les personnages sont clairs, le méchant est très méchant, la mécanique est toujours au bord de la panne, et le héros ne s'éloigne jamais longtemps de quelqu'un qui a besoin d'être sauvé. Le point fort le plus souvent reconnu, même par les retours critiques, est sans doute la présence du relief et l'idée du bus comme centre de gravité. Quand le film se concentre sur cet objet trop grand pour la route et sur les gens qui doivent le maintenir en mouvement, il trouve une personnalité. Sa faiblesse est de ne pas toujours pousser cette idée assez loin, ou de l'entourer de choix visuels et de rebondissements que certains jugent trop approximatifs. Ce mélange explique une réception froide, mais pas nécessairement un rejet total. Il y a des spectateurs qui chercheront une œuvre impeccable et seront déçus. Il y en a d'autres qui chercheront une aventure un peu folle pour une soirée et y trouveront leur compte. Au fond, la réception nous apprend autant sur les attentes du public que sur le film lui-même. Le nom de Liam Neeson, la promesse d'une suite et le mot Ice Road créent une image mentale forte. Quand le résultat déplace cette image vers le Népal, vers un bus et vers des effets parfois modestes, la comparaison devient inévitable. Ice Road, Vengeance ne peut pas être jugé comme s'il arrivait sans passé. Il porte le souvenir du premier film, la réputation de son acteur principal et toutes les habitudes du thriller de plateforme. C'est dans cet espace très chargé qu'il tente de faire vivre son propre voyage. Pour les spectateurs curieux, cette réception contrastée peut même devenir une raison de le découvrir avec les bonnes attentes. On peut se demander, non pas s'il rivalise avec les sommets du genre, mais si sa proposition de trajet, de groupe et de survie fonctionne pour nous. Un film d'action modeste gagne parfois à être regardé comme une expérience de rythme plutôt que comme une épreuve de perfection. Cette prudence dans l'attente n'empêche pas le plaisir. Elle aide simplement à voir ce que le film propose réellement, une variation de série B sur le deuil, le transport et la survie. Pour certains, cela restera insuffisant. Pour d'autres, le mélange d'un visage familier, d'un décor vertigineux et d'une mécanique de fuite suffira à rendre le voyage attachant. Après la dernière chute de voiture et le dernier virage, qu'est-ce qui reste réellement d'Ice Road? Vengeance? La réponse la plus évidente serait le souvenir d'un bus lancé sur des routes trop étroites, de Liam Neeson blessé mais obstiné, et de montagnes qui semblent attendre la moindre erreur. Ce serait vrai. Mais le film contient aussi une idée plus calme, déposée dès les premières minutes et retrouvée à la fin. Le deuil peut enfermer quelqu'un sur place ou l'obliger à recommencer à regarder les autres. Mike McCann part parce qu'il doit dire au revoir à Gertie. Ce n'est pas une mission qui lui est confiée par un supérieur, ni un contrat que l'on peut abandonner contre de l'argent. C'est une promesse privée. Le film ne cherche pas à analyser profondément toute l'histoire des deux frères. Il n'en a pas le temps, mais il comprend bien le sentiment qui accompagne certaines pertes. Quand quelqu'un disparaît dans des circonstances brutales, les survivants peuvent passer des mois ou des années à rejouer la scène, à imaginer ce qu'ils auraient dû faire, à vivre avec une dette impossible. Mike porte cette dette, son voyage vers l'Everest et sa tentative de lui donner une forme. Ce qui l'empêche de rester enfermé dans cette mission, c'est la rencontre avec les autres. Vijay est séparé de son père.
Star voit son père mourir. Spike choisit de donner sa chance aux passagers. Ganesh refuse de céder, ce qui permet à son village d'exister. Danny refuse de laisser Mike ou les autres décider seuls de la marche à suivre. Chacun, à sa façon, rappelle à Mike que la perte n'est pas une chambre fermée dans laquelle il serait seul. Elle relie aussi les vivants parce qu'elle oblige à choisir qui l'on va protéger maintenant. Cette notion de fidélité est peut-être le vrai centre du film. Mike veut être fidèle à Gurti. Vijay veut être fidèle à son père. Ganesh veut être fidèle à sa communauté. Spike est fidèle à ses passagers et à son bus. Danny est fidèle au groupe qu'elle guide. Rudra, lui, n'est fidèle qu'à son pouvoir. Le scénario est très simple dans son opposition, mais cela lui donne une lisibilité presque mythologique. D'un côté, des gens qui acceptent de risquer quelque chose pour un lien. De l'autre, un homme qui considère les liens des autres comme des faiblesses à exploiter. Le barrage prend alors une valeur qui dépasse la simple intrigue de méchants. Dans le film, il représente la possibilité qu'une décision prise loin d'un village change toute une manière de vivre. L'eau devient un symbole concret. Sans accès à la rivière, ce n'est pas seulement une belle vue qui disparaît. C'est une ressource, un rapport à la terre et une forme d'indépendance. Ice Road. Vengeance traite ce conflit rapidement, avec les codes très visibles du thriller. Il ne faut pas lui demander la précision d'une enquête journalistique, mais le choix de cet enjeu donne au danger de la route une portée plus vaste qu'une vendetta personnelle. Cette portée est aussi liée au véhicule. Le Kiwi Express n'est pas un camion, et c'est important. Dans The Ice Road, les camions lourds et les routes gelées faisaient partie du métier de Mike. Le danger venait du fait qu'un professionnel devait respecter les lois du poids, du froid et de la glace. Dans Ice Road, Vengeance, Mike monte dans le véhicule de quelqu'un d'autre. Spike connaît le bus. Les passagers dépendent de lui. Mike doit apprendre à faire équipe plutôt qu'à être l'homme seul au volant. Ce déplacement raconte quelque chose de discret. Le héros ne peut pas résoudre tout le problème avec sa seule expertise. La suite s'écarte donc assez nettement du premier film. Elle conserve Mike, Gurti dans le souvenir et l'idée d'un trajet extrême. Mais elle change le type de voyage. Le premier récit mettait en scène une opération de sauvetage liée à des mineurs, au froid et à des routes de glace. Le second commence avec une cérémonie de deuil et se transforme en fuite dans les montagnes. Certains spectateurs trouveront que ce changement fragilise l'identité de la franchise. Le mot Ice Road demeure alors que l'élément glacé disparaît presque entièrement. D'autres apprécieront que le film ne se contente pas de refaire les mêmes images de camions sur un lac gelé. Cette hésitation est visible dans le plaisir que propose la suite. The Ice Road avait une menace conceptuelle très nette. La glace sous les roues peut céder. Ice Road. Vengeance possède une menace plus diffuse. Le bus peut tomber, être arrêté, perdre une pièce, se faire rattraper ou se retrouver coupé du monde. Sur le plan du suspense, le premier principe est peut-être plus singulier. Le second est plus flexible. Il autorise une plus grande variété de scènes, mais il perd parfois ce qui rendait le titre immédiatement reconnaissable. C'est un échange, pas une erreur absolue. Le film choisit aussi une vision du héros différente de celle d'un personnage de franchise qui deviendrait toujours plus invincible. Mike ne sort pas de son premier affrontement avec une mission de plus. Il arrive déjà abîmé. L'action le blesse davantage et la victoire lui coûte des gens. Cette vulnérabilité rend la dernière partie plus touchante que si le film avait seulement cherché à prouver qu'il est encore capable de battre tout le monde. Neeson est crédible lorsqu'il laisse la fatigue apparaître. Il donne à Mike une obstination qui ressemble moins à une démonstration de puissance qu'à une difficulté à renoncer. Danny a une importance décisive dans ce mouvement. Elle n'est pas uniquement la personne qui permet au héros de traverser le décor. Elle lui montre, par son comportement, qu'accepter de l'aide ne diminue pas sa responsabilité. Lorsqu'elle protège les passagers, soigne les blessés ou intervient contre les poursuivants, elle devient l'exemple même de la solidarité que Mike doit apprendre à recevoir. La fin suggère une proximité entre eux, mais le film fait bien de ne pas la définir avec lourdeur. Après un récit sur la perte, il est plus juste de laisser entendre une possibilité de lien que de la présenter comme une récompense automatique. Il y a une autre lecture possible, Ice Road. Vengeance parle de chemin imposé et de chemin choisi. Au départ, Mike choisit son voyage. Puis, les mercenaires choisissent la route à sa place.
en attaquant le bus et en réduisant les options. Les barrages, la corruption et la montagne représentent tous des forces qui disent aux personnages « Vous passerez par là ou vous ne passerez pas ». La résistance consiste à reprendre une petite part de contrôle, réparer le véhicule, aider Vijay à rejoindre son père, refuser de confier l'enfant à une police compromise, utiliser le bus non plus seulement pour fuir mais pour répondre. Le décor vient renforcer cette idée. Dans une grande ville, un personnage peut croire qu'il a 1000 sorties. Dans la montagne, chaque embranchement peut devenir définitif. Le vide rappelle que toutes les décisions ont un poids. Hensley n'explore pas cette symbolique avec un discours appuyé. Il la laisse dans la forme même des scènes. Le bus avance, s'arrête, repart. Les personnages montent, descendent, franchissent, tombent. Le mouvement physique raconte ce que Mike traverse intérieurement. Il est obligé de quitter la route qu'il avait imaginée pour parvenir à la destination qui compte vraiment. Il faut toutefois garder la mesure. Le film est récent, sorti en 2025, et il n'a pas encore de longue histoire critique ou de véritable héritage culturel établi. Il ne serait pas honnête de prétendre qu'il a transformé le cinéma d'action, révolutionné le genre ou marqué durablement la culture française. Son succès éventuel se joue encore au fil des recommandations et des visionnages en streaming. Sa place la plus probable est celle d'une curiosité dans la filmographie d'action de Liam Neeson et d'une suite qui a osé déplacer son décor plutôt que de répéter exactement le premier trajet. Il n'a pas besoin d'être davantage pour avoir un intérêt précis. Les amateurs de Neeson pourront y retrouver ce qu'ils viennent chercher. Un homme taciturne, des innocents à défendre, une colère qui se transforme en action et une victoire obtenue plus par détermination que par bravade. Les spectateurs sensibles à la mécanique des films de survie pourront apprécier le bus, les réparations et le relief. Ceux qui demandent une intrigue nuancée, des effets impeccables ou une représentation très approfondie du Népal auront des raisons sérieuses de rester à distance. Reconnaître ces deux réalités, c'est probablement la manière la plus juste de regarder le film. Ce qui me paraît le plus attachant, c'est l'effort pour partir d'une image connue et la déplacer. Liam Neeson dans un thriller, nous avons déjà vu cela. Un véhicule en panne poursuivi par des méchants, nous avons déjà vu cela aussi. Mais les réunir sur une route de montagne, avec une cérémonie funéraire au bout du chemin, donne au film une tonalité particulière. Parfois, il dépasse ses moyens. Parfois, il révèle trop clairement ses ficelles. Pourtant, il conserve un noyau sincère. Un homme ne peut pas guérir en restant seul avec ce qu'il a perdu. La dernière image, lorsque Mike choisit de ne pas poursuivre son départ dans la solitude, ramène tout à ce noyau. L'Everest a reçu les cendres de Gurty. La promesse est tenue. Mais le film refuse d'arrêter Mike devant un tombeau symbolique. Il lui laisse une direction. C'est une décision simple et, pour une fois, assez émouvante. Le héros ne reçoit pas l'oubli, il reçoit la permission de continuer. Alors, faut-il regarder Ice Road? Vengeance? Si vous cherchez une suite plus inventive et plus solide que son prédécesseur, la réception critique vous invite à modérer vos attentes. Si vous avez envie d'un thriller de survie frontale, avec un décor inhabituel, un duo Neeson-Fan Bingbing qui fonctionne par complémentarité et un bus soumis à toutes les épreuves possibles, le film peut offrir une soirée de tension simple. Il ne cache pas ses codes, il les utilise avec une franchise parfois maladroite, parfois efficace. Et il y a peut-être là une leçon minuscule, cachée entre deux moteurs et deux falaises. Une route dangereuse ne devient supportable que si quelqu'un accepte de ne pas laisser les autres derrière. Mike voulait atteindre une montagne pour parler à un mort. Il termine son voyage en comprenant qu'honorer les morts peut aussi vouloir dire choisir les vivants. Ce n'est pas une révolution du genre, c'est une émotion claire, portée par une aventure bruyante, et c'est ce qui reste quand le Kiwi Express finit enfin par se taire.